Qui sont les autres? Donc, puisque vous m'avez dit... Non, mais quand je dis les autres, je ne pense pas que ce soit aussi clair, aussi net. Je pense qu'il y a plutôt un camailleux que deux clans, véritablement. Le régime iranien peut-il tenir encore longtemps? Écoutez, j'hésite à vous répondre parce que moi, je me suis lourdement trompé en février. En février, je ne pensais pas qu'ils pourraient tenir aussi longtemps qu'ils ont tenu jusqu'à présent. Donc l'erreur m'incite à la modestie. Mais je dirais qu'ils ne peuvent pas tenir éternellement. Bien entendu que non, mais pas éternellement, ça veut dire combien de temps? Je ne sais pas. Si Téhéran ne répond pas à cet accord, est-ce que vous pensez que le président Trump réattaque dans les délais? S'il pense au ridicule que lui vaudrait le fait de ne pas intervenir, il interviendra. S'il pense à la dynamique dans laquelle il entrerait, vous savez, ce sera comme à Téhéran, hein, il y aura un lobe gauche, un lobe droite, et les deux débattront fortement dans la tête de Trump. Et est-ce que je risque, est-ce que j'essaye de les faire plier au risque de mettre le doigt dans un engrenage et de devoir reculer parce que ils ne céderont pas à temps? Ou bien est-ce que je risque le ridicule? Ce qui est certain, c'est qu'il n'est pas dans une bonne situation, pas plus que le régime iranien. Les deux parties sont dans une situation très très difficile et les deux parties, chacune des deux parties joue un jeu de poker vraiment risqué. On a quand même l'impression que c'est le président américain qui essaye de trouver une sortie, j'allais dire, digne, ou je sais pas quel terme il faut employer. Oui, mais vous savez, vous avez tout à fait raison, mais on a cette impression. Pourquoi? Parce que on connaît mieux le débat à Washington qu'on ne connaît le débat à Téhéran. Le débat à Washington, il est pratiquement sur la place publique, et ce qui se passe dans la tête de Trump, on peut très très facilement l'imaginer. Ça s'appelle normalement une démocratie, même si elle est imparfaite. Ça s'appelle une société transparente, en tout cas. D'accord. Une démocratie, oui, bien entendu, une démocratie, mais une démocratie qui s'affaiblit parce que les contre-pouvoirs s'affaiblissent. Enfin, on ne sait pas encore la dynamique, parce que en vérité, les contre-pouvoirs se sont affaiblis depuis le retour de Donald Trump au pouvoir, mais les contre-pouvoirs reprennent du muscle, plus Donald Trump s'affaiblit. Donc on est dans une situation très très surprenante, en vérité, pardon, pas surprenante, parce qu'elle n'est pas du tout surprenante, elle est mouvante. On n'a pas d'emprise sur cette lecture permanente de ce qui se passe en ce moment. Je pense que, et j'enfonce une porte ouverte en le disant, le plus intéressant n'est actuellement pas visible. Les canaux sont clairement ouverts. L'échéance qui avait été fixée, et Marco Rubio, le secrétaire d'État, l'a rappelé depuis Rome hier vendredi, c'était hier. Il disait, on doit avoir la réponse des Iraniens ce jour. L'équivalent d'un ministre des Affaires étrangères. Voilà, exactement. Ce samedi matin, et notre collègue Margot Haddad a eu Donald Trump, il est dans le meilleur des cas sibyllin, voire évasif sur la réponse des Iraniens. Donc ça cogite. Il peut choisir une réaction intermédiaire. Il l'a déjà fait par le passé, à savoir mais je leur redonne 3 jours, je leur redonne 96 heures, sinon j'efface la civilisation iranienne ou je sais pas quoi. Il l'a dit, il a utilisé l'expression en anglais il y a moins de 24 heures, a big glow, une grande lueur iranienne. Moi, me fait penser à l'utilisation d'une arme atomique. Bon, mais voilà. Donc après, je pense que, vous disiez que le Donald Trump veut se sortir de cette ornière, les Iraniens également. Et qu'est-ce qui bloque à ce stade, me semble-t-il, c'est la question du nucléaire. C'est-à-dire que pour rentrer dans la fenêtre de 30 jours qui doit être ouverte par l'accord, si vous voulez, autour de ce simple mémorandum qui tient sur une page A4, donc ils n'ont pas besoin de 10 jours pour lire et comprendre une page A4. Mais Donald Trump veut rentrer, si vous voulez, dans un processus où il y a déjà une partie du travail qui soit fait sur la question du nucléaire. Ça veut dire quoi, une partie du travail qui soit fait? Un accord préalable sur l'exfiltration de la totalité de l'uranium enrichi. Et d'ailleurs, je pense que c'est pas que les 440 à 60%, c'est tout ce qui est au-dessus de 367. Donc là, c'est des centaines de kilos supplémentaires. Ensuite, la fermeture de 3 sites nucléaires. Et par exemple, l'interdiction d'enrichir sous terre et peut-être même 0 enrichissement pour une durée, mettons, de 20 ans, ce qui dépasserait celle qui était prévue par l'accord dit d'Obama, donc le JCPOA,
où on avait des clauses qui étaient à 10 et 15 ans, et forcément, Donald Trump veut pouvoir dire, regardez, j'ai fait mieux. Et là-dessus, les Iraniens, parce que le nucléaire est matriciel pour ce régime, disent non. Et parce qu'ils se sentent en position de force, disent, mais allez-y, vous voulez faire une grande lueur au-dessus de notre pays? Allez-y. Et donc, ils n'ont aucune raison de céder à ce chantage. Alors si, ils ont une raison, c'est leur affaiblissement. Parce que on ne peut pas sous-estimer quand même l'affaiblissement de ce régime. Mais je suis tout à fait d'accord avec vous, Gallagher, pour penser que c'est ce que souhaiterait obtenir Donald Trump, parce que il lui faudrait ne pas perdre la face, ou en tout cas ne pas risquer de perdre la face. Mais ce n'est certainement pas ce qu'il obtiendra. Ce qu'il peut obtenir, je le crains vraiment, de mieux. Aujourd'hui, c'est un accord sur la réouverture du détroit d'Ormuz, et encore c'est pas complètement joué, parce qu'il y aura les conditions iraniennes à cette réouverture, c'est-à-dire droit de péage ou pas droit de péage. Si Trump cède là-dessus, c'est complètement invraisemblable, parce que c'est vraiment céder sur le droit international. Donc on se retrouvait dans une situation pire qu'avant la guerre. Je le crains. C'est déjà le cas, hein. Oui, je le crains absolument. Non, mais la situation des États-Unis est véritablement, j'allais dire catastrophique. Non, ils vont pas. La terre ne va pas s'entrouvrir sous leurs pieds, évidemment pas. Mais c'est une situation formidablement humiliante et qui vaut historiquement largement l'humiliation subie par les États-Unis à la fin de la guerre du Vietnam. Et je pense même que c'est beaucoup plus grave en vérité, parce que la situation à l'issue de la guerre du Vietnam, c'était finalement l'affrontement, le résultat d'un affrontement entre les deux camps de la guerre froide, c'est-à-dire entre deux camps égaux. Là, les États-Unis vont perdre devant le régime des Mollahs. C'est quand même beaucoup plus grave. Nous assistons aujourd'hui, quels que soient les détails de l'accord, du non-accord, etc., qui va arriver, nous assistons à une décrédibilisation des États-Unis dans le monde entier. En Europe, ça va de soi, mais ça va de soi évidemment dans les pays du Golfe, et ça va de soi dans les pays alliés des États-Unis en Asie, parce que les pays asiatiques en question constatent que les États-Unis sont entrés en guerre, alors que eux dépendent quasiment pour la totalité de leurs approvisionnements énergétiques du détroit d'Ormuz, et qui sont comme ça. Bernard Guetta, le Charles de Gaulle sera bientôt sur site. Qu'est-ce que ça veut dire? Et quel est le rôle de la France en ce moment? C'est le rôle de la France au sein de l'Union européenne, et au sein d'une Union européenne qui est en train d'entraîner à ses côtés, j'allais dire autour d'elle, ça ce serait trop dire, mais à ses côtés, et c'est vraiment très important, une vingtaine d'autres pays, au total un quart des États du monde, et pas des moindres. Je veux dire, c'est pas Andorre, c'est vraiment de vraies puissances, certes moyennes, mais de vraies puissances. Eh bien, aujourd'hui, on assiste à l'affirmation sur la scène internationale, sous l'égide de la France, sous l'égide de l'Union européenne, de pays qui ne veulent s'incliner ni devant les dictates des États-Unis, ni devant ceux de la Chine. Là encore, nous vivons un bouleversement des équilibres internationaux absolument inouï. Bon, alors je vous remercie parce qu'on vient de se fâcher avec Andorre dans cette émission. Ça aura des conséquences. Vous savez, Andorre ne prétend pas être une puissance mondiale. J'entends bien. La France a pris le lead militaire en Europe en ce moment? Écoutez, incontestablement. Il y avait deux puissances, d'ailleurs la France a, excusez-moi, parce que il y avait dans l'Union européenne deux puissances militaires sérieuses. C'était le Royaume-Uni et la France. Le Royaume-Uni est sorti de l'Union européenne, il reste la France. Le Royaume-Uni qui va envoyer un destroyer, on l'a appris. Alors justement, c'est intéressant. Mais c'est ça qui est très intéressant, c'est que les États-Unis, pardon du lapsus, la Grande-Bretagne, le Royaume-Uni est sorti de l'Union européenne. Le Royaume-Uni n'a jamais été aussi présente dans les décisions politiques de l'Union européenne. C'est-à-dire que depuis le Brexit, le Royaume-Uni est devenu
la puissance décisive avec la France d'une Europe politique qui s'affirme sur la scène internationale, c'est-à-dire de ce qu'elle refusait, de ce que les Britanniques refusaient totalement, l'affirmation de l'Union européenne comme une puissance politique. C'est ce qui se passe, et ils y participent, coude à coude avec la France. Vous venez de nous dire que la situation actuelle, dans cette situation, les États-Unis viennent de renforcer l'Europe? Mais complètement. Vous savez, écoutez, moi j'ai écrit un bouquin qui s'appelle La Nation européenne, oui, il y a 6 ou 7 ans, dans lequel je disais que Donald Trump allait être le père refondateur de l'Union européenne. Je ne croyais pas à l'époque que ce serait aussi vrai. Évidemment que Trump est le père refondateur de l'Union européenne, dans la mesure où sans Trump, et je veux dire sa provocation permanente vis-à-vis de l'Union européenne, nous ne serions pas aussi avancés dans notre volonté de nous doter d'une défense commune. Vincent Crouzet. On voit le HMS Dragon, là, il me semble, à l'image. Est-ce que vous avez vu à vos temps perdus le dernier James Bond? Non. Mourir peut attendre. Dommage, oui. Parce que dans Mourir peut attendre, James Bond est sur une île entre la Russie et le Japon, qui va être bombardé. Il va être victime d'un tir ami, donc du HMS Dragon, qui va bombarder cette île et donc rayer toute présence humaine sur cet îlot où se trouve James Bond, et c'est la fin de James Bond. Donc déjà, le HMS Dragon a éliminé James Bond. Voilà, vous me donnez un choc, là, quand même. Là, il sera peut-être capable justement de mettre un terme final à la puissance iranienne. Mais plus sérieusement, ne dites pas ça par hasard. Donc non. Mais plus sérieusement, ce qui est intéressant, et Bernard Guetta le rappelait, c'est l'unification justement d'une trentaine de pays au sein d'une coalition importante, avec un objectif qui est clair, c'est qu'une fois la pacification des opérations dans le Golfe Persique et dans le détroit d'Ormuz, eh bien cette flotte sera capable d'accompagner et d'escorter justement la flotte pétrolière et de sécuriser un peu plus cette zone. Et vous savez, Yves, beaucoup de gens ironisent sur le fait que l'Union européenne se propose à être une force de garantie en Ukraine le jour où les hostilités se seraient achevées, où il y aurait un cessez-le-feu. On ironise beaucoup aussi sur le fait que l'Union européenne organise cette cinquantaine de pays pour le jour où les hostilités se seraient terminées. Mais il ne faut pas du tout ironiser là-dessus, parce que en vérité, il faut ironiser sur l'échec militaire de Poutine en Ukraine et sur l'échec militaire de Trump dans le Golfe Persique ou Arabo-Persique si l'on préfère. Et en vérité, l'Union européenne est aujourd'hui en train de conforter le droit international en disant mais c'est dans le respect du droit et par les moyens diplomatiques que l'on peut être fort, et je crois pour ma part que c'est absolument vrai. On va repartir à Washington, mais vous vouliez intervenir. Très rapidement, ce qui est en train d'être décrit par monsieur le député, c'est quand même le non-alignement de l'Europe sur les États-Unis. Sûr. Et on a beaucoup parlé de menaces existentielles en utilisant à tort et à travers cette expression sur cette situation. La vraie menace existentielle, et monsieur le député l'a rappelé, et l'a dit, elle est sur la valeur de la parole du président des États-Unis, l'homme qui est censé être le plus puissant au monde. Et hier, j'écoutais l'excellent entretien de Jean-Luc Mélenchon par Amélie Carrouer sur LCI, et justement, il a posé cette question. Qui aujourd'hui peut croire qu'en cas d'attaque russe contre l'Europe des 27, les États-Unis viendraient et voleraient à notre secours, particulièrement après ce genre d'épisode. Donc quand on débarque en disant, comme l'a rappelé Vincent Crouzet, à partir du moment où les choses se seront calmées entre vous deux, vous les belligérants, et nous n'en faisons pas partie, on est en train de signifier notre neutralité dans cette situation, notre fiabilité, notre puissance, notre capacité de projection et d'intervention, mais pas à nous embarquer en contravention du droit international dans des situations comme celle-ci. Et ça, c'est un basculement qui est absolument majeur. Juste une parenthèse. Le 2-3, pourquoi est-ce que c'est fort symboliquement? Et ça a été dit, parce que c'est l'un des nœuds du droit international en matière de navigation. Et les Américains, depuis plus d'un siècle, sont garants et sont les gendarmes, si vous voulez, qui garantissaient la liberté de navigation à l'échelle du globe. Ils ne sont plus en mesure de le faire dans un endroit aussi important que celui-là. Ça, c'est un autre coup majeur qui est porté à la crédibilité d'un si grand pays.
On retrouve à Washington tout de suite Justine Jankowski. Justine, merci de nous rejoindre. Donald Trump attend désespérément la réponse iranienne à l'accord. On est bien d'accord? Oui, et pour l'instant, c'est silence radio ici. Depuis sa prise de parole hier soir, Donald Trump disait qu'il allait obtenir une réponse des Iraniens à sa proposition de paix avec une lettre. Et finalement, on n'a rien vu venir, ni hier soir, ni aujourd'hui. Pas de communication officielle, pas de fuite non plus dans la presse, comme c'est le cas régulièrement ici aux États-Unis. Pour tout vous dire, la seule prise de parole de Donald Trump sur le sujet aujourd'hui, c'est un message qu'il a partagé sur son réseau social Truth. C'est en fait un sondage qui dit que la plupart des Américains préfèrent que l'Iran n'obtienne pas la bombe nucléaire plutôt que de voir la fin de la guerre. Problème, ce sondage date d'il y a un mois et on le sait, aujourd'hui, la plupart des Américains désapprouvent la manière dont Donald Trump gère cette guerre. Le président américain le sait bien dans le fond et c'est pour ça qu'il veut pouvoir obtenir un accord le plus vite possible. Il veut pouvoir clamer une victoire. On le sait, le président américain ne veut pas s'enliser dans un conflit long. Il ne veut pas non plus mettre en péril sa rencontre avec Xi Jinping la semaine prochaine en Chine. Et malgré, au-delà de tous ces risques, il y a aussi un autre paramètre. Et ça, c'est le journal The Atlantic qui nous en parle dans un article hier, qui cite un de ses conseillers de manière anonyme, qui dit tout simplement que Donald Trump s'ennuie dans cette guerre et qu'il ne pensait pas qu'elle durerait aussi longtemps. Depuis Washington, Romuald Skioran nous a rejoint. Merci d'être avec nous. Vous dirigez l'Observatoire politique et géostratégique des États-Unis à l'IRIS, l'Institut de Relations internationales et stratégiques. Et je renvoie à votre livre America 250 aux éditions Les Nouveaux Éditeurs. On en est où ce soir? Et on s'interroge beaucoup sur ce qui se passe dans la tête du président américain, ce qui est un petit peu normal. Écoutez, je crois que ça a été bien résumé par votre correspondante. Trump s'est lancé dans cette guerre contre l'avis de son entourage, de son vice-président, de la secrétaire générale de la Maison-Blanche, des généraux du Pentagone, des sénateurs républicains et surtout de sa base MAGA. C'est son obsession, ne l'oublions pas. Cette base MAGA qui jusqu'à présent l'aurait suivi jusqu'en enfer et qui d'ailleurs l'avait suivi le 6 janvier 2021 lors de l'assaut contre le Congrès et dont il pourrait avoir besoin dans des circonstances analogues. Bref, cette base pour la première fois en plus de 10 ans commence à s'éloigner un petit peu de Donald Trump. Donc c'est un président qui se sent de plus en plus fébrile, non pas fragilisé encore, mais fébrile sur la scène intérieure, et il y a les échéances qui ont été rappelées, des élections de mi-terme qui s'annoncent très très difficiles. Il les a perdus d'ores et déjà. Je vous faisais allusion à ce sondage Reuters. 34% d'Américains satisfaits du président. Ils étaient 45% à approuver son action en janvier 2025. Est-ce que ça veut dire que sur le papier, pour l'instant, il risque réellement de perdre ces élections intermédiaires? Il faut relativiser les sondages. 34%, c'est pas très bon, mais c'est quand même un chiffre qui ferait pas lire d'envie Emmanuel Macron ou François Hollande dans son temps. Il faut quand même en avoir conscience. Donc il y a quand même encore. Oui, mais je vous le retourne. On est dans un autre pays où on fonctionne autrement. Mais le plus inquiétant pour Trump, c'est pas ça. Parce que Biden a eu des chiffres pires, George W. Bush bien pire, c'est que sa base MAGA, j'y reviens, est en train de s'éloigner de lui. Et donc pour répondre clairement à votre question, est-ce que ces élections sont perdues? À moins d'un coup de théâtre, elles ne seront pas gagnées. La grande question est, seront-elles perdues comme on le pensait avant la guerre, c'est-à-dire quelques sièges à la Chambre des représentants, ce qui aurait permis à Trump et à Vance de contester les résultats, ou alors, comme certains sondages semblent prédire, allons-nous vers une Bérésina à la Chambre et potentiellement, catastrophe pour le pouvoir, un Sénat qui basculerait côté démocrate. Donc bref, on a ce Trump qui est fragilisé, qui a donc cette échéance, d'autres échéances dit la semaine prochaine. Le président chinois a été très clair, et il veut que ce conflit cesse, mais on n'en parle pas assez, le 250e anniversaire des États-Unis. On faisait référence à l'article de The Atlantic. Trump aujourd'hui se prend plus pour George Washington ou Lincoln, c'est du menu frottin. Maintenant, il se prend pour Alexandre le Grand, il l'a dit, et Jules César. Donc il a ce 250e anniversaire où il voulait apparaître comme le pourfendeur des Perses.